Mesdames et messieurs, bonjour. Cette semaine, la série Cogito s'intéresse à la leishmaniose, une maladie touchant les régions pauvres de la planète. Un doctorant en médecine analyse la résistance de cette maladie aux antibiotiques. Ensuite, il sera question de poésie, de philosophie et de mise en scène. Une étudiante réalise un spectacle interdisciplinaire dans lequel s'entremêlent ces trois sphères. L'étude des maladies infectieuses graves est surtout négligée lorsqu'elle touche des pays ou des continents pauvres tels que l'Afrique, l'Amérique latine, l'Inde ou le Moyen-Orient. À travers un projet de recherche inédit, Wilfried Morera s'intéresse à la leishmaniose et à la manière dont la maladie résiste aux antibiotiques. Mon nom est Wilfried Morera. Je suis étudiant au doctorat en microbiologie-immunologie à la faculté de médecine de l'Université Laval. Mes recherches portent sur un petit parasite, le parasite Leishmania, qui est responsable d'une maladie qu'on nomme la leishmaniose et qui affecte les régions pauvres de la planète, principalement l'Inde, le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Amérique latine. Je travaille au centre de recherche en infectiologie, dans le centre hospitalier de l'Université Laval, qu'on appelle le CHUL. Je travaille au sein de ce centre dans l'équipe du docteur Mark Ouellette, qui est le titulaire de la chaire de recherche canadienne sur la résistance aux agents antimicrobiens. Alors, lorsque j'étais jeune, je ne pensais pas particulièrement me diriger vers ce domaine en particulier. Ce qui était sûr, c'est que la biologie au sens très large, à savoir, comme beaucoup de jeunes enfants, je m'intéressais aux animaux, je m'intéressais aux plantes, j'ai pensé devenir vétérinaire, puis je me suis orienté vers la biologie végétale, je voulais devenir agronome, jusqu'à ce que je découvre une réalité à la fois universitaire qu'on nomme la microbiologie et l'immunologie, et la réalité du monde réel, si j'ose dire, qui est que beaucoup de personnes sont affectées par les maladies infectieuses qui représentent la première cause de mortalité au monde. Et petit à petit, je me suis orienté vers ce domaine que j'ai découvert au cours de mon cursus universitaire. J'ai choisi ce projet de recherche car je m'intéresse aux maladies infectieuses, particulièrement les maladies infectieuses dites négligées. L'Organisation mondiale de la santé définit les maladies infectieuses négligées comme étant les maladies qui affectent particulièrement les régions pauvres de la planète et sur lesquelles il y a peu de recherche et particulièrement peu de développement de médicaments pour traiter les personnes infectées. Pour travailler sur un organisme comme Leishmania, qui est un parasite, donc un agent infectieux, il est évident qu'il existe des règles de sécurité qu'il faut respecter. Le laboratoire dans lequel je travaille est un laboratoire dit à accès contrôlé. Il existe également au sein de ce laboratoire différents niveaux. On parle de niveaux généralement de sécurité biologique de niveau 1, 2, 3 ou 4 en fonction de la dangerosité de l'exposition à un agent pathogène. Le parasite Leishmania est classé au niveau 2. Lorsque je dois être en contact plus ou moins direct avec ce parasite, c'est-à-dire avec un tube qui contiendra ce parasite ou une culture de ce parasite, je dois donc travailler dans un environnement stérile, sous une hotte qui me protège d'une exposition à ce parasite. Les parasites dont nous disposons au sein de l'équipe du docteur Ouellette sont pour la plupart ce que l'on appelle des souches de laboratoire, à savoir que ce sont des souches qui sont définies par des agences internationales comme étant des souches modèles qui représentent ce que l'on pourra retrouver sur le terrain. Dans le cadre de mes travaux, qui sont des travaux de type fondamentaux, qui utilisent l'organisme comme un organisme modèle, les souches sur lesquelles je travaille sont dites des souches de laboratoire qui sont conservées maintenant depuis plusieurs années dans l'équipe du docteur Ouellette et qui sont disponibles pour toutes les personnes qui souhaitent travailler sur cet organisme. Ce qui me passionne dans ce projet de recherche et de manière générale, c'est la biologie des micro-organismes en particulier. Je trouve ça fascinant d'essayer de comprendre comment un organisme unicellulaire peut causer autant de dommages dans un organisme, dans un premier temps, mais surtout, je trouve que c'est un véritable challenge d'essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut lutter contre ce micro-organisme en comprenant particulièrement, et c'est l'objet de mes recherches, comment est-ce que les médicaments agissent sur cet organisme, comment est-ce que ces médicaments-là induisent la mort de cet organisme. En comprenant mieux ça, on pourra sans doute le tuer de manière plus efficace, de manière à ce que lui cesse de tuer autant de personnes sur la planète. Le parasite Leishmania est cousin de deux autres parasites plus connus, l'agent de la malaria, le plasmodium, et l'agent de la maladie du sommeil, le trypanosome africain.
Leishmania cause une maladie qu'on nomme la leishmaniose. Elle cause deux formes de maladie. Une forme mortelle, dans 90% des cas, lorsque les patients ne sont pas traités, qui est la forme viscérale. Vous avez peut-être déjà vu des enfants avec un ventre gonflé, ce qui est dû au gonflement de la rate et du foie de ces enfants. Cette forme viscérale est la forme mortelle, contrairement à la forme cutanée, qu'on retrouve plus particulièrement en Amérique du Sud, qui elle a des conséquences relativement néfastes, puisqu'on peut souvent voir des patients avec les muqueuses complètement détruites, le nez complètement détruit. Ce n'est pas une forme mortelle, mais on imagine bien que ces lésions qui sont irréversibles sont extrêmement handicapantes, puisqu'elles provoquent dans des populations des rejets et donc des complications relativement importantes. La leishmaniose, causée par le leishmania, est une maladie parasitaire et comme la plupart des maladies parasitaires, c'est une maladie vectorielle. Elle requiert donc un petit insecte qui est dit l'insecte vecteur et qui transporte le parasite d'un hôte à un autre. Dans le cas du leishmania, son insecte vecteur est la mouche des sables. La mouche des sables va prendre ce que l'on appelle un repas sanguin. Lorsqu'elle pique, elle récupère sur un hôte qui est infecté, les réservoirs étant souvent les chiens. Elle récupérera des leishmanias et elle va ensuite aller, lorsqu'elle piquera un humain par exemple, délivrer ces leishmanias et causer l'infection subséquente. Il y a un intérêt particulier pour la lutte antivectorielle, donc pour la destruction de la mouche des sables qui transporte le leishmania. Car on imagine bien que si on arrivait à se débarrasser des mouches des sables, on stopperait la transmission du leishmania d'un hôte à un autre. Comme dans le cas du paludisme, cette lutte antivectorielle est relativement compliquée parce qu'elle fait appel souvent à des agents insecticides, parce qu'il est difficile, voire même cela pose un problème éthique de vouloir éradiquer une population d'insectes, même si ce n'est qu'une mouche des sables ou un moustique dans le cas de la malaria, puisque écologiquement, environnementalement, il y aura un problème à prendre ce type de décision-là. Dans les régions qui sont affectées par le parasite Leishmania, les régions pauvres de la planète, les populations sont relativement plus sensibles à ce type de maladie. Pour une raison simple, ces populations sont pauvres, sous-alimentées et leur système immunitaire est donc affaibli. Il faut savoir que si vous développez cette maladie, vous développeriez simplement, probablement, des symptômes bénins puisque vous êtes en bonne santé et donc que votre système immunitaire peut se défendre correctement. Le fait que ce parasite, ce type de maladie infectieuse-là, affecte les régions pauvres de la planète, si on prend les cas de forme viscérale, les cas mortels, les cas les plus importants, il faut savoir que les 4 pays qui regroupent 80% de ces cas sont l'Inde, le Soudan, le Bangladesh et l'Iran. On ne parle évidemment pas des pays les plus riches de la planète. Le fait que ces maladies infectieuses-là, et de manière générale, les maladies parasitaires négligées, se retrouvent au niveau des régions pauvres de la planète est évidemment une des raisons majeures pour laquelle on nomme ces maladies négligées. Ces maladies sont négligées parce que nous les négligeons. Et nous les négligeons et il y a peu de recherches qui sont conduites sur ces parasites, sur ces agents pathogènes, dans le but de développer des médicaments, pour la raison principale qu'un médicament prend une dizaine d'années à développer. Qu'il y a donc un énorme coût, un énorme investissement de la part des compagnies pharmaceutiques qui développent ces médicaments et que lorsque les marchés, puisque même si c'est un peu cynique, on parle de marché, lorsque ces marchés concernent des populations pauvres, un médicament aura un coût de production, donc un coût de vente, un prix de vente. Puisque ces personnes ne peuvent pas s'offrir ces médicaments-là généralement, alors il y a peu d'intérêt. Et ces maladies resteront longtemps des maladies négligées et même si elles sont classées prioritaires par l'OMS, de par leur impact, elles restent peu étudiées parce qu'il y a peu de financement. Parce que développer un médicament coûte cher et que ces populations n'ont généralement pas les moyens de se l'offrir. Mon projet s'intéressait donc au mécanisme qu'utilise ce parasite pour résister à ces médicaments, que nous on nomme drogues. Comment est-ce que ce parasite résiste aux drogues qu'on utilise pour traiter les patients? Au cours de mon projet, je me suis donc intéressé à comprendre quels étaient les moyens qu'avait développé cet agent pathogène pour se défendre, pour finalement empêcher la mort que les médicaments vont induire. Aujourd'hui, 250 millions à 300 millions de personnes sont exposées à ce parasite leishmanien. Une occurrence de 200 000 nouveaux cas à peu près par année, avec 90% des cas des formes viscérales qui seront mortelles en l'absence de traitement. Même en présence de traitement, certaines personnes vont mourir dû à la toxicité du traitement ou au fait qu'on intervient trop tardivement. C'est dans ce contexte que s'inscrivent mes résultats de recherche et qu'ils prennent leur importance. En comprenant mieux le mécanisme d'action des médicaments dont on dispose aujourd'hui et qui induisent la mort de ce parasite, on facilitera le développement de médicaments
plus efficace avec un objectif d'éradication de cette maladie qui affecte les régions pauvres de la planète qui disposent de peu de ressources en termes de médicaments. Dans le cadre de mes travaux, j'étudie la mort de ce parasite par divers moyens. La microscopie est un des moyens qui est utilisé pour pouvoir observer in fine, c'est-à-dire directement au niveau de la cellule et même au niveau de l'intérieur de la cellule, ce qu'il se passe lorsqu'on traite ce parasite avec les différents médicaments qui sont utilisés sur le terrain. Nous utilisons également d'autres techniques dites de biologie moléculaire, qui permettent notamment d'étudier la structure de l'ADN de ce parasite, d'étudier diverses réactions, toujours au niveau de sa cellule, d'un point de vue énergétique, d'un point de vue physiologique, en réponse aux divers agents chimiques auxquels on l'expose. Dans le cadre de mes études doctorales, je suis déjà parvenu à des résultats relativement intéressants sur la manière dont ce parasite résiste aux médicaments qu'on utilise pour soigner les personnes qui sont infectées. Un résultat très intéressant que nous avons obtenu est de montrer que plusieurs drogues qui ont des mécanismes d'action très différents induisaient en fait le même type de mort chez ce parasite. Par là, j'entends qu'un médicament est généralement défini par la cible cellulaire sur laquelle il va agir. Les médicaments peuvent par exemple cibler la membrane d'un parasite ou d'une bactérie, créant des trous. Un autre médicament pourra cibler son ADN et le détruire. D'autres médicaments vont cibler d'autres cibles cellulaires. Il était communément admis que les médicaments avaient un effet qui dépendait de cette cible dite primaire. Le gros résultat que nous avons obtenu dans le cadre de mes recherches est de montrer que finalement cette cible primaire importait peu, car la mort qui serait induite, la mort du parasite qui allait être induite par ces médicaments, allait prendre le même chemin, qui est un chemin contrôlé et qui en biologie nous nommons la mort cellulaire programmée. Et que finalement, toutes ces drogues allaient induire la mort de ce parasite de la même manière, quelle que soit la cible primaire sur laquelle elles allaient agir au début de leur action. Au regard des études qui sont menées sur ce parasite, il est probable qu'à moyen terme et peut-être à long terme, d'énormes avancées seront réalisées. Car même si ce sont des maladies négligées, un nombre significatif de chercheurs sont très intéressés à apporter une solution à ces problèmes qui finalement conservent les populations les plus démunies de la planète. Notamment dans ce qui a trait au développement de drogues plus efficaces. Mes travaux de recherche ont apporté un élément de réponse, mais il y a énormément d'efforts qui sont mis par la communauté scientifique pour pouvoir proposer des solutions alternatives, le développement de médicaments et de traitements à moindre frais, le développement de meilleurs diagnostics, car on sait que le plus tôt ce type de maladie est diagnostiqué, comme la plupart des maladies, alors le plus aisé sont les soins et le traitement de ces maladies. Dans le cadre de l'amélioration des traitements contre cette maladie infectieuse, mes travaux de recherche apportent une contribution qui aura certainement des retombées à moyen et à long terme. J'ai contribué à une meilleure contribution des mécanismes d'action des médicaments qui traitent cette maladie. On sait que nos moyens d'action sont limités puisque ces médicaments sont peu nombreux et que le parasite a développé de la résistance à ces médicaments. Le fait d'avoir mieux compris comment ces médicaments induisaient la mort de ce parasite me permet de penser que nous aurons de nouvelles bases pour développer de nouvelles approches thérapeutiques qui seront beaucoup plus efficaces. Y a-t-il une relation entre art de la scène, poésie orale et philosophie? C'est par un projet interdisciplinaire qu'Hélène Matt se réapproprie artistiquement deux affirmations du philosophe Nietzsche sur la mort de Dieu et le langage comme métaphore. Elle les met en scène à travers la parole poétique d'artistes du Québec, de France et de Belgique. Mon nom est Hélène Matt. Je suis étudiante au doctorat en littérature, art de la scène et de l'écran au département des littératures de la Faculté des lettres de l'Université Laval. Mes recherches portent sur la poésie orale en particulier. Dans le cadre de mon projet de recherche-création, je crée une mise en scène à partir de bandes sonores que j'ai enregistrées, des différents textes de plusieurs auteurs de la francophonie française, belge et québécoise. Donc, ce sont des textes que je rassemble dans une mise en scène qui sont en relation avec deux affirmations nietzschéennes que je fouille à ma manière, c'est-à-dire une manière plus artistique que philosophique, probablement. Ces affirmations-là de Nietzsche sont la mort de Dieu et le langage comme métaphore.
Bien, moi, je n'ai jamais pensé devenir une artiste ou travailler dans la poésie quand j'étais enfant. Par contre, j'étais assez précoce au niveau de l'écriture. J'ai des souvenirs où j'allais voir ma mère. J'étais très, très fière de lui montrer tout ce que j'avais écrit, ne sachant pas lire ni écrire. Donc, aussi quand j'ai su enfin les réécrire, j'ai commencé à composer des poèmes très jeunes, à les illustrer. Mais ça a toujours fonctionné un peu par cycle, en fait. J'ai des périodes où j'ai écrit des poèmes, j'ai arrêté. À l'adolescence, ça a repris, j'ai arrêté, tout ça. C'est comme ça que je suis devenue une poète, mais j'avais pas cette ambition-là au départ. Il y a beaucoup de choses qui me passionnent, mais le fait d'être passionnée à l'université, je pense que c'est vraiment l'accès aux livres, puis la relation au savoir qui me fascine. Je trouve que le savoir, c'est comme de l'eau avec des souterrains, des lacs, des océans. Puis la pensée, parfois, ça fait des mares stagnantes, des châteaux de glace ou des torrents. Puis je pense que c'est ça qui est stimulant à l'université, d'avoir accès à de la connaissance puis de pouvoir jouer avec elle. Pour ma part, puisque j'en fais de l'art, ma pierre philosophale ne produit pas d'or, mais de l'art, ben c'est vraiment un lieu privilégié pour faire ça. Pour être une bonne doctorante en art de la scène, je pense qu'il faut aimer le risque, il faut aimer le jeu, il faut aussi aimer se mettre en jeu, puis il faut avoir un bon sens de l'initiative, en fait. Le point de départ de mon projet, en fait, c'est qu'en 2003, j'étais en Belgique et je suis tombée sur le petit traité d'agnosticisme d'Achille Chavée. Achille Chavée, qui est un surréaliste belge, peu connu, puisqu'il est belge et qu'on connaît plutôt les Français. Mais donc, quand j'ai mis la main sur ce livre-là, je me suis dit, ça serait vraiment chouette de faire un projet scénique autour de Dieu, de la mort de Dieu, de l'agnosticisme. Ça a été le point de départ. Et ensuite, en 2007, quand j'ai participé au slam, le slam est arrivé au Québec et j'ai participé aux compétitions de slam, j'ai eu l'occasion d'entendre plusieurs poèmes de slameurs sur la question de Dieu, notamment Carl Bessette, qui a un excellent poème sur la mort de Dieu, et aussi Pilote de Hotte, qui est un Parisien, le leader parisien du slam, en fait. Qui, lui, a quelques poèmes aussi sur Dieu. Et du coup, j'ai relié un peu ces deux choses-là. Puis je me suis dit, ouais, vraiment, là, ça vaudrait la peine de pousser un peu cette idée-là de projet autour de Dieu. Et je me suis mis à enregistrer des poètes. Quand je tombais sur des textes, j'ai fait des recherches notamment à Marseille, au Centre international de poésie. J'ai fouillé et puis je suis tombée sur un livre de Serge P. Dieu est un chien dans les arbres. Du coup, j'ai contacté Serge P. Je lui ai demandé si je pouvais l'enregistrer. Et de fil en aiguille, j'ai accumulé tout un corpus de poèmes que là, le défi maintenant, c'est de mettre en scène. En fait, cette mise en scène-là que je m'apprête à faire me permet de mettre en valeur des poètes que j'apprécie beaucoup, des poètes de différents horizons, donc des slameurs, des poètes plus littéraires, des poètes du passé, c'est-à-dire un surréaliste, même un poète qui date du 16e siècle. Donc ça me permet vraiment d'explorer la poésie sans me donner de balises. Et puis aussi, ça me permet d'approfondir des sujets qui me passionnent, de lire, tout ça. Mon projet de recherche, en fait, rassemble différents sujets. Principalement, je m'intéresse à la poésie orale, quoique on pourrait définir la poésie orale parce qu'évidemment, on n'est pas dans un monde uniquement d'oralité, surtout à l'université. Ça implique la relation à l'écriture. On pourrait aussi parler de poésie multimodale, c'est-à-dire une poésie qui emprunte différents modes de présentation, qui peut aller de la performance à l'écriture, à la vidéographie, etc., etc. Donc, les modes de présentation de la poésie, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse et que je vais fouiller.
Aussi, un de mes sujets, c'est la mise en scène de la poésie. Donc, à ce niveau-là, je fais face à différents défis techniques, logistiques, etc., que je vais devoir aussi sur lesquels je vais devoir me pencher. Et puisque ma mise en scène tourne autour de questions nietzschéennes, c'est-à-dire la mort de Dieu et le langage comme métaphore, bien, il y a tout un aspect plus philosophique, théorique de ma recherche qui fait en sorte que je vais fouiller aussi la question de la relation entre la poésie et la philosophie. En fait, mon approche va être assez concrète. C'est sûr que là, je vais réfléchir autour de la question et tout ça, mais la mise en scène de la philosophie va sûrement se faire à partir de numérisation sur la scène de certains livres. Le matériel livre, le matériel concret de l'écriture du livre, des pages, je veux qu'il soit présent sur la scène. Donc, ça peut être une mise en scène de la philosophie elle-même, qui est elle-même une philosophie. Dans le cadre de mon projet de recherche et de création, j'utilise d'abord les livres, mon imagination, mon ordinateur évidemment qui s'en passe aujourd'hui, et puis mon corps, la présence de mon corps sur scène, entre autres. Mon projet, c'est une praxis. Donc, la relation, la dimension pratique et la dimension théorique sont intimement liées et se nourrissent l'une l'autre. C'est vraiment de la recherche-création, comme on rencontre par exemple en art visuel. Cette praxis-là, maintenant, je la déplace au niveau plus théâtral, mise en scène. J'ai quand même une approche critique et expérimentale vis-à-vis des technologies. Du coup, je ne cours pas nécessairement après la haute technologie, les nouveautés, absolument. Je veux vraiment avoir une approche critique et quand je peux, j'aime détourner les outils technologiques. Et dans mon cas, dans mon projet, en tout cas dans mes intentions, on verra ce que ça va donner. Je ne veux pas nécessairement utiliser les nouvelles technologies pour faire de l'effet. Je veux aussi mettre en scène les nouvelles technologies. Donc, dans une perspective critique et expérimentale, c'est pas nécessairement une exaltation de la technologie que je veux promouvoir. Pour mon projet de recherche, en fait, je suis associée au Lantis, qui est le laboratoire des nouvelles technologies de l'image, de la scène et de l'écran. C'est un lieu où il y a plusieurs studios pour faire des pratiques théâtrales, par exemple, faire plein d'essais. Il y a aussi un studio de son pour enregistrer, travailler le son. Et il y a beaucoup d'équipements pour le développement technologique et tout ça. Malgré le fait là, que je m'entoure d'autres artistes et de techniciens, je suis quand même quelqu'un qui travaille de façon assez solitaire. D'ailleurs, le projet en bout de ligne, ça reste un stand-up poétique. Bon, j'ai déjà fait des monologues poétiques par le passé. Mon projet Chansons dégoulinantes et poèmes acculés au pied du mur, mon premier spectacle en 2003, j'étais seule sur scène. La même chose pour Voyage, Voyage, c'est un stand-up poétique, là. Du coup, cette fois-ci, c'est pas un monologue parce que c'est pas moi qui va parler. J'utilise vraiment la voix de d'autres poètes. Mon défi d'ailleurs, c'est de savoir incarner ces voix-là sur la scène, des voix qui sont un peu fantomatiques du coup parce que c'est des enregistrements sonores. Un de mes défis, c'est d'incarner, mais seule sur scène, ces voix-là. Pour ce qui est des retombées de mon projet, bon, à court terme, j'ai beaucoup de plaisir. Mais à moyen et long terme, j'espère que mes recherches vont participent finalement à la promotion des spectacles littéraires, des arts du vivant, des arts vivants. J'espère aussi que ça va s'inscrire dans une promotion de la poésie contemporaine francophone. C'est les visées là, que je peux imaginer à plus long terme. Suite à mon doctorat et à cette réalisation-là, j'espère que c'est un projet qui va pouvoir bouger un peu à l'extérieur de Québec et du Québec éventuellement. Ça, c'est ce qui est pour le projet pratique de mise en scène. Au niveau personnel,
Suite à mon doctorat, j'espère que mon niveau d'écriture va avoir encore augmenté. Il y a quand même une évolution depuis ma première année en création littéraire, là. Je pense que je développe mon écriture. J'ai une écriture aussi qui peut se situer à différents niveaux, poétique, plus conceptuelle. Maintenant, je suis de plus en plus capable de rentrer dans des textes, de savoir les synthétiser, tout ça. Donc, ça demeure toujours un défi, l'écriture. Et puis, j'espère qu'à la fin de mon doctorat, mon écriture va être d'autant plus fluide. En tant qu'artiste, par contre, les préjugés auxquels je fais face, je pense que les plus communs, c'est que l'art, ça coûte cher et que ça sert à rien. Et puis, à quoi je peux répondre que, pour ceux qui aiment les statistiques économiques, je pense que l'art, ça rapporte beaucoup. C'est prouvé statistiquement. Et puis sinon, je peux dire aussi que, en fait, les choses qui servent à rien servent beaucoup, en réalité. C'est important, les choses qui servent à rien. Et parfois même, c'est plus important que les petits gadgets utilitaristes qui sont faits pour être achetés et être jetés. Du coup, les choses qui servent à rien servent à quelque chose. C'est ici que prennent fin les capsules de la série Cogito, portant sur la création et la recherche des étudiants des cycles supérieurs de l'Université Laval. Je vous adresse donc un ultime au revoir, en espérant vous retrouver l'année prochaine avec des entrevues aussi passionnantes qu'instructives.